dans le son d'entreprendre, le podcast qui met à l'honneur des indépendants inspirants soutenus par UCM. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. Un épisode un peu particulier parce qu'on va parler d'une entreprise un peu spéciale. Mon invité du jour est Benoît Lost, le directeur de l'APAC, une entreprise de travail adapté qui emploie plus de 80 personnes en situation de handicap. L'APAC joue un rôle crucial en offrant à ses collaborateurs des opportunités professionnelles, ce qui leur permet de s'intégrer pleinement dans le monde du travail. Ne bougez pas, on part à la découverte de cette organisation unique dans quelques instants. J'accueille donc Benoît Lost aujourd'hui. Bonjour Benoît, comment ça va ? Très bien Clément, merci. Tu es le directeur de l'APAC, une entreprise de travail adapté spécialisée dans le façonnage du papier. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, une entreprise de travail adapté, c'est une entreprise qui emploie du personnel en situation de handicap. On engage 95 personnes qui travaillent effectivement dans le secteur du façonnage du papier, mais également dans la couture. On a un troisième département qui est les contrats d'entreprise, c'est-à-dire que nous mettons du personnel à disposition de sociétés locales. Le but, c'est de mettre au travail, de donner du travail, pas de mettre au travail, de donner du travail à du personnel qui ne trouverait pas de travail dans une entreprise dite normale. Et l'entreprise, elle existe depuis quand ? L'entreprise existe depuis 1995. Elle a été créée sur les bases, sur des ruines, je dirais, d'un atelier protégé qui existait bien auparavant. Un atelier protégé occupait du personnel en situation de handicap, mais c'était de l'occupationnel. Une entreprise de travail adapté emploie ce personnel et doit être rentable. Donc votre activité principale, c'est le façonnage du papier. C'est quoi exactement ? Alors le façonnage du papier, nos clients sont tous des imprimeurs, nous fournissent des feuilles imprimées, nous n'imprimons pas, et nous les façonnons, c'est-à-dire que nous les plions, nous les assemblons, nous les agrafons pour les transformer en brochures, nous les collons pour les transformer en livres. On a par exemple un de nos très gros clients, c'est le groupe Rossel. Tout ce qui est supplément du journal le soir qui paraît le week-end passe par chez nous. Donc l'imprimerie de Rossel nous fournit les imprimés et nous les assemblons. Les machines que nous avons ne sont pas des machines full automatiques. Ce sont des machines semi-automatiques. On est obligé d'être industrialisé pour être rapide, mais notre but, c'est de mettre au travail notre personnel. Donc, il y a toujours une alimentation manuelle. Mais on parle de tirage, pour Rossel par exemple, de l'ordre de entre 40 et 80 000 exemplaires à sortir en 3-4 jours. Donc, ils bossent. On a par exemple, tous les ans, c'est le colisage, le façonnage et le colisage des examens CEB, CE1D, CESS. Ah ouais. On a eu cette commande encore cette année-ci. Donc, nous travaillons avec un imprimeur liégeois, l'imprimerie Snell, pour ne pas la nommer, parce que c'est connu, c'est un marché public. La Snell, donc, imprime, et puis nous envoie les imprimés, et nous devons préparer les commandes pour toutes les écoles. C'est un marché gigantesque. On travaille, je dirais, entre 15 et 20 personnes travaillent en avril, mai, juin, jusque le 9-10 juin pour ce travail-là. On a eu la commande, on l'a déjà eu 6 ou 7 fois. Et comment tu fais pour gérer une commande si conséquente ? Je suis pas seul. Je ne suis vraiment pas seul. On a un chef d'atelier qui est génial et qui est rodé, qui a été conçu à mon avis dans une imprimerie, je suppose, et qui prend en main à bout de bras. Et moi, je suis là je suis le directeur général, mais je suis aussi là pour le seconder et pour l'assister parce que c'est lui qui gère. Mais c'est un travail de 3 mois, c'est ça ? C'est un travail de 3 mois, oui, tout à fait. 3 mois pour 15 personnes, hein, donc c'est pas tout l'atelier qui travaille à ça. Parce qu'on ne pourrait pas d'ailleurs. Ouais. On pourrait pas fermer l'atelier et arrêter toutes les autres commandes. Tu as aussi parlé d'un volet couture. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Tout à fait. Donc on a un atelier dans lequel on emploie 17 personnes. Et je dirais que nous travaillons principalement dans le durable. Nous ne faisons rien pour notre compte à nous, mais nous avons toute une série de clients qui sont généralement des indépendants, des petits indépendants au sens positif du terme, qui nous font faire par exemple des sacs en tissu pour remplacer le plastique, il y en a un qui nous fait transformer des bâches en sacs pour redonner une seconde vie à la bâche. On a une autre cliente qui nous fait des cocons, ce qu'elle appelle des cocons, donc des grenouillères pour enfants. Toute une série de travaux de ce style-là. Et donc, il y a un troisième volet où tu fournis, si je comprends bien, du personnel à des sociétés qui en ont besoin, c'est ça? Tout à fait. On travaille un tout petit peu comme une agence d'intérim, uniquement pour des entreprises locales, et on propose du personnel
à la journée, à des tarifs évidemment qui sont compétitifs, parce qu'on n'a pas évoqué la question des tarifs. Nous sommes une société indépendante, mais nous bénéficions de subsides des pouvoirs publics. Dans les grandes lignes, nous avons à peu près 40% de nos recettes qui viennent des pouvoirs publics. Ça sous-entend que nous avons la possibilité de pratiquer des taux horaires plus bas que les autres. Et quand on met du personnel à disposition, c'est pour des travaux encore une fois relativement répétitif, par exemple vider des containers, mais à des taux que les entrepreneurs en question ne peuvent pas pratiquer. Ça permet aux gens, à nos ouvriers, de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Tu en as déjà parlé, mais la PAC, c'est une société d'environ 100 personnes avec 80 en situation de handicap, plus ou moins. Tout à fait, oui, c'est ça. On est exactement maintenant 95, dont 84 en situation de handicap. Et c'est quoi leur situation de handicap? Alors, situation de handicap dans notre cas, c'est principalement des handicaps mentaux. Donc des gens qui sont relativement limités. Quand on visite, on ne s'en rend pas compte. Les gens sont sympas, mais souvent ils ne savent pas lire. Ils sont limités. Il y a des choses que tu as dû mettre en place qui n'existeraient pas dans d'autres entreprises, j'imagine. Ben oui, par exemple, nous avons un assistant social. Dans une entreprise de notre taille, personne n'a d'assistant social. Nous, on a un assistant social parce que il y a beaucoup d'éléments de la vie courante qui sont des obstacles pour eux. Par exemple, ils reçoivent un papier de NJ parce que ils ont un remboursement, parce qu'ils ont trop payé. Pour eux, c'est une catastrophe. Ils ne comprennent pas que c'est un remboursement. Ils disent bon sang, je dois payer une facture supplémentaire. C'est pas ça. Et donc, l'assistant les aide, leur permet de résoudre toute une série de petits problèmes. Il y en a un autre qui a un nid de guêpe. J'ai un nid de guêpe, c'est une catastrophe. Ah ben, il faut téléphoner aux pompiers. Toutes des petites choses de la vie courante sont résolues grâce à l'apport de l'assistant social. Avant, on n'avait pas d'assistant social et c'est nous qui le faisions. Donc, nous, le comptable, le DRH, tout le monde est un petit peu assistant social chez nous. Ça veut dire que tes salariés, ils vivent tout seuls en autonomie ou ils viennent quand même d'institutions? Alors, il y a de tout. Il y a des gens qui vivent seuls en autonomie. Il y a des gens qui sont toujours chez leurs parents et il y en a qui sont en institution. Tes collaborateurs ont des profils tout à fait différents avec des situations de handicap différentes. Oui. Comment est-ce que tu gères ça? Sur le terrain, on les essaie. On essaie à certaines prestations et il y a des gens qui, dans nos salariés, qui sont compétents pour certaines prestations et pas d'autres. Il y en a qui ont fait du rognage, par exemple. Il y en a qui sont très très forts au rognage, mais il faut pas leur demander d'aller faire de l'encartage. Il y en a qui collent des étiquettes. J'en ai un qui s'appelle Étiquette Man parce que c'est l'homme qui colle des étiquettes le plus vite, le plus rapidement de tout. Par contre, il est incapable de faire autre chose. Mais on a souvent on fait de la mise sous plastique, on doit coller des étiquettes, alors que la machine va quand même relativement vite. Et lui, il fait ça de façon très cool, très très soft. Et si on met quelqu'un de super performant à sa place, il va pas s'en tirer. Et tu vois que tes collaborateurs évoluent dans leurs différentes spécialités? Ah oui, vraiment. On les voit évoluer au fil du temps en augmentant leur productivité. C'est vraiment comme ça que ça se voit. Et alors, ils élargissent aussi leur gamme de production. Donc, Étiquette Man, il fait des étiquettes, mais on n'a pas toujours des étiquettes à lui faire coller. Et donc, on essaie d'élargir ses compétences en le mettant à la sortie d'une autre machine et on trouve d'autres créneaux. Et ça, moi je le fais, mais c'est surtout, encore une fois, notre chef d'atelier et il a 2 collaboratrices, c'est eux qui voient et qui connaissent les compétences de chacun. J'ai pris la gestion de l'atelier la semaine passée, le chef d'atelier n'était pas là, et à un moment je dis tiens, celui-là on le mettrait bien là, il me dit non, lui, pas lui, un autre. Parce qu'ils connaissent, ils et elles connaissent vraiment les compétences de chacun. T'en as déjà parlé aussi, mais à t'entendre, ce sont des gens qui sont contents de venir travailler. Comment est-ce qu'ils manifestent ça? Un exemple, c'est j'étais là depuis pas très longtemps, il y a une des filles qui vient me voir et qui me dit ah patron, je voudrais bien faire des heures sup. Jennifer, actuellement il y a pas d'heures sup à faire. Le lendemain, patron, je voudrais faire des heures sup. Mais nous, Jennifer, actuellement, il n'y a pas. Et puis le 3e jour, elle revient. Je voudrais faire des heures sup. Non, Jennifer. Alors elle me tape un petit peu. Elle me dit, pour rien. Hein. Elle voulait bosser, travailler, être heureuse. C'est un exemple. Et sinon, ils sont motivés. On leur demande de démarrer plus tôt. Aujourd'hui, par exemple, nos horaires sont normalement 8h, 16h15. Aujourd'hui et depuis quelques jours et encore pendant quelques jours, on ouvre à 6h du matin. Faut pas trop pleurer pour avoir du personnel. Hein. Ils viennent. Donc dans ton rôle, tu fais vraiment de tout. C'est très gai. Oui, c'est ça qui est très gai. Effectivement, touche à tout. Et toi, le fait de passer beaucoup de temps avec eux, notamment en voiture, les amenant à gauche, à droite, j'imagine que ça te permet de créer des liens assez spéciaux. Oui, je dois d'ailleurs faire un tout petit peu attention parce qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut rester ferme, il faut être très humain, très social, mais il faut pas être copain-copain.
Mais donc je les connais tous, je connais leur famille, leurs conjoints, leurs enfants quand ils en ont. Mais il faut aussi garder une certaine distance parce que de temps en temps il y a des décisions à prendre qui ne sont pas très agréables et il faut l'assumer. Alors, je n'ai pas de personnes handicapées dans ma famille, je n'ai pas vécu de handicap moi-même, mais ou dans mon entourage proche, mais j'ai mon beau-père qui a été pendant 20 ans président du conseil d'administration d'un home de personnes handicapées et tous les ans, par exemple, ils font une fin de CIFER, donc un home quand même avec une 50aine de pensionnaires. Tous les ans, ils font une fin de CIFER. Et j'étais bénévole, comme d'autres d'ailleurs, pour participer à la fin de CIFER. Et j'étais serveur, moi, pour aller servir lors du repas qu'ils organisaient. Et du coup, j'ai été en contact avec eux. Je me suis rendu compte qu'ils étaient tous franchement très gentils, très enrichissants. Et c'est ça qui m'a fait que je n'avais pas de crainte en arrivant à la PAC, en sachant que le personnel de la PAC n'a pas du tout ce niveau de handicap. C'est des gens qui sont presque comme vous et moi. Tu t'es déjà rendu compte que tu étais trop proche d'un employé? Je me suis déjà rendu compte que j'étais trop proche. Et tu fais quoi à ce moment-là? Mais alors, j'essaie de garder... C'est très difficile d'avoir à la fois être proche, accessible et garder une certaine distance. Ben, j'essaie de ne pas faire copain-copain. Il faut pas qu'il me considère comme un copain. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'était justement une de mes questions suivantes. Je me disais que le handicap, ça devait être une source de difficulté dans certains cas. Est-ce que tu as des exemples de ça ou? Mais la source de difficulté, et notamment en comparaison avec ma fonction précédente, c'est que quand ils font un travail, il faut toujours leur montrer, il faut toujours les contrôler, parce qu'ils sont tout à fait capables de faire un travail mal fait avec cœur. Ils vont le bâcler, enfin le faire très très mal, mais ils sont très contents de le faire très très mal, ils se rendent pas compte. Et quand un travail est en cours, qui recommence le lendemain matin, souvent il faut réexpliquer. Ou en tout cas, on ne peut pas considérer que la connaissance est acquise. Il faut le réexpliquer régulièrement. Et alors, on a aussi des moniteurs qui sont là pour contrôler. Parce que on a divers départements, chaque département est composé d'un certain nombre de personnes, il n'y a pas de règle, mais il y a chaque fois un moniteur qui contrôle et qui régulièrement revient. Tes collaborateurs en situation de handicap, le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire le reste de la journée. Alors le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire le reste de la journée et on les change aussi tout le temps parce que c'est principalement dans le secteur du façonnage. Dans le secteur du façonnage, tout est toujours urgent. Les journalistes produisent et bouclent le plus tard possible. Après, l'imprimeur est obligé de travailler comme un forcené pour imprimer rapidement et nous, on est en queue de peloton. Donc on est obligé de courir comme des malades tout le temps et un ouvrier qui démarre va commencer par exemple en agrafage. On va lui demander d'aller ailleurs parce que il faut faire un trouet par exemple et puis on a besoin de lui en docker-écolé. Donc ils restent rarement au même poste toute la journée. C'est très très rare. Sauf quand il y a des productions très très longues. Donc quand je parlais des brochures de Rossel, docker-écolé, quand il y a 80 000 exemplaires à sortir, c'est souvent la même personne les mêmes personnes parce que c'est plusieurs qui travaillent là toute la journée. Et par exemple le midi, ils mangent tous ensemble? Alors ils ont des pauses. Ils ont une pause à 10 heures, une pause d'un quart d'heure. Ils ont une pause à midi pour manger et ils mangent tous ensemble. On a un réfectoire. Et alors il y en a qui mangent dehors aussi parce qu'ils préfèrent, du moins par ce temps-ci, mais ils mangent ensemble. Ils s'entendent entre eux relativement bien. Il faut pas... Ils sont parfois un peu durs. C'est un petit peu comme des enfants. Les enfants sont méchants entre eux. Ça arrive également au sein de la PAC qui est des dissensions. Et là, on est obligé d'intervenir et d'arrondir les angles. D'où l'importance aussi d'avoir un assistant social, ce genre de choses. Un assistant social et d'être tous un petit peu assistant social aussi, d'avoir la fibre sociale. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière par rapport à un de tes collaborateurs? Il y en a un qui est chez nous, qui a un léger autisme. Et étant autiste, il est très 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 précis. Et on lui demande souvent de faire des palettes. Donc par exemple, on met des imprimés sous plastique et on doit faire une palette et la palette est toujours nickel, que je lui dis toujours que ce sont les plus belles palettes du monde. La palette est parfaitement droite. Et on a un certain rite, lui et moi. Chaque fois que je passe, et surtout quand je fais visiter la société, ce que je fais régulièrement, je donne un petit coup dans la palette, et puis je lui dis, Julien, qu'est-ce que tu fais? Ta palette, elle est mal faite. Et il rigole de bon cœur. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Julien, tous les matins, quand je fais le tour, je dois me renseigner pour savoir ce qui s'est passé au foot. Parce que je sais bien qu'il va me parler foot. Il me dit, t'as vu Anderlecht? Et puis sinon, t'as vu le Real? T'as vu ci? T'as vu là? Le lundi matin. Et chaque fois, je me renseigne un tout petit peu sur le foot parce que je sais qu'il va m'en parler. Alors, le fait de rigoler de bon cœur, ça c'est enrichissant parce que quand il est arrivé à la PAC, moi je n'y étais pas encore, il était très renfermé sur lui-même.
communiquait pas, donc il était tout à fait capable de parler, mais il communiquait pas, renfermé, il parlait à personne. Il y avait même un assistant social, je pense, d'une institution qui le suivait, qui passait son temps à côté de lui. Et ça, c'était il y a 7 ou 8 ans. Et puis depuis lors, il a évolué, il s'est ouvert au monde, il s'est ouvert aux autres, et il rigole. Donc quand je fais les visites, je l'interpelle souvent en lui demandant d'expliquer ce qu'il fait. Il parle et je suis certain qu'on arrive à le rendre heureux et que le boulot de l'ETA le rend heureux. Et il faut savoir que de son côté, il fait du bon boulot et il est productif. Comment tu abordes le changement avec tes salariés? Parce que j'imagine que la technologie, ça évolue tout le temps dans toutes les entreprises. Et donc pour eux, dans ma tête, ça va être un peu plus compliqué de s'adapter. Le changement est toujours un problème, mais je dirais que dans notre cas, comme on a du matériel, que notre matériel, comme je l'expliquais tout à l'heure, est souvent semi-automatique, on a un nouveau système de façonnage que nous ne maîtrisions pas. Donc actuellement, il n'est pas encore opérationnel, mais on va faire ça en douceur, en expliquant, formant d'abord les moniteurs, et puis en faisant petit à petit, intégrant l'équipe. Comment se passe la relation entre tes collaborateurs porteurs de handicap et les autres? La relation avec les autres, il y en a quelques-uns où ça se passe très très bien, il y en a d'autres qui sont un petit peu honteux. J'en ai un par exemple qui dit il veut jamais dire qu'il travaille dans une entreprise de travail adapté. Quand on lui demande ce qu'il fait, il dit qu'il travaille dans une usine à Bruxelles. Ah oui? Parce qu'il est honteux. Et moi, je lui dis, tu dois pas être honteux, pas du tout. ETA, entreprise de travail adapté, c'est une entreprise comme les autres. Et il y en a d'autres, par contre, qui s'en rendent pas trop compte. Pour eux, ils sont des ouvriers comme les autres. Personnellement, ça fait combien de temps que tu travailles à la PAC? Ça fait 5 ans tout pile. J'ai pris la direction en juillet 2019. Tu faisais quoi avant? Alors j'ai été imprimeur toute ma vie. J'ai été imprimeur pendant 25 ans. C'est ça qui m'a amené à travailler avec la PAC, parce que la PAC était un de mes fournisseurs. Et le secteur de l'imprimerie se porte super mal, à cause principalement de la pression des pays de l'Est. Et donc mon imprimerie, j'ai dû la revendre. J'ai revendu à un confrère. Et j'ai pris donc la direction de la PAC à ce moment-là. Et le confrère en question est client de la PAC, évidemment. T'as toujours voulu travailler dans une boîte avec un impact social? Absolument pas. C'est un peu les circonstances de la vie qui m'y ont amené. Le social m'a toujours intéressé, mais j'ai travaillé dans des boîtes diverses et jamais dans le social. Et le social est venu un peu par hasard. On est il y a 5 ans, c'est ton premier jour à la PAC. Tu fais quoi? J'imagine que ça doit être un autre monde par rapport à ce que tu as connu précédemment. Je regarde et j'écoute. Parce que oui, c'est un autre. Mais c'est un autre. Donc au point de vue technique, c'était la continuité. Au point de vue humain, c'était très différent. Et donc voilà, j'étais très bien entouré parce que j'avais des collègues qui sont mes collaborateurs maintenant, qui m'ont bien formé, bien aidé. C'est quoi l'avenir de la PAC, ses objectifs pour les prochaines années? Alors l'avenir de la PAC n'est pas spécialement rose, et c'est le cas d'ailleurs de toutes les entreprises de travail adapté, parce que très clairement, quand je dis qu'on a 40% de subsides, actuellement les pouvoirs publics sont en déficit, donc l'objectif, la tendance est vraiment de réduire, et donc il faut qu'on parvienne à survivre et qu'on parvienne à utiliser les compétences de notre personnel en étant rentable, en ayant de moins en moins de subsides, donc c'est pas évident. Il y a beaucoup de confrères de sociétés qui se portent moins bien. Mon objectif, c'est de trouver d'autres créneaux, tout en conservant ce secteur-là qu'on connaît. Donc, j'ai un peu de mal à me projeter à 5 ans, mais il est très possible que ça se passe mal dans les années qui viennent. Sauf que on a une équipe dynamique, on essaie d'être réactif et globalement, je suis serein. Mais il faut se poser des questions. Tu parlais d'autres créneaux. Est-ce que tu aurais des exemples que tu pourrais donner? Par exemple, on est situé dans un zoning. On a dans le zoning une société qui produit des donuts. Et ils produisent des donuts de façon industrielle. Et une prestation qu'on peut faire, c'est et qu'on va faire d'ailleurs, c'est ils nous donnent 2 qualités de donuts, donc des natures, des au sésame. Ils nous les fournissent en paquets et on doit et une caisse de 12 paquets et on doit mixer 6 paquets au sésame, 6 paquets en nature. Et ça, c'est une prestation qui est manuelle. Une autre prestation qu'on a prise en charge, c'est travailler pour une brasserie. On a fait pendant
quelques années. Et puis maintenant, malheureusement, la brasserie s'est automatisée. La brasserie Saint-Feuillin, pour ne pas la nommer Heureux, ils ont un système de production où la bière est mise en bouteille, capsulée et tombe dans les casiers. Et eux commencent à exporter de plus en plus en Chine. Et en Chine, ils n'envoient pas les casiers. Mais leur système ne permet pas de mettre en caisse. Donc, ils nous envoient des palettes et des palettes de casiers et nous, on vide les casiers dans des caisses. Ça paraît complètement ridicule, mais on en a fait des centaines et des milliers de palettes. Ça, c'est du non mécanisable. Et puis, il y a un an, ils ont investi dans une nouvelle chaîne de production qui met dans des cartons. Tu dois toujours te renouveler, quoi. On doit toujours se renouveler, effectivement. Mais ça, c'est vraiment des prestations manuelles. Qu'est-ce qu'on a fait récemment? On a eu le cas encore un voisin, parce que ça marche vraiment, hein, le bouche à oreille. Un voisin qui a imprimé des petites boîtes, 900 000, bon, pas mal. Et puis, se sont rendu compte qu'il y avait une erreur dedans. Le code barre n'était pas bon. C'est un peu con. Et puis, ils ont pris contact avec moi. Ils m'ont demandé, combien ça coûterait de coller une étiquette? Est-ce que ça coûterait moins cher de coller une étiquette sur les 900 000 boîtes que de réimprimer tout? Ça coûtait moins cher, et ben on l'a fait. Ça a duré des lustres, et du Fanta à la cerise, des trucs pas très bons d'ailleurs, je peux pas leur dire. Et il y a les spécifications sont toutes en anglais, et c'est pas légal en Belgique. Il faut coller une étiquette aux normes belges avec les spécifications en français et en néerlandais. Eh bien, on fait ça. Et cette activité-là nous permet d'utiliser les compétences de personnes beaucoup plus faibles. Et c'est pas mal, c'est bien. Aujourd'hui, il y a combien d'entreprises de travail adapté en Wallonie? Alors, il y en a 51 entreprises en région wallonne. Hein. Ouais. Il y en a également en région bruxelloise et en région flamande. Rien qu'en région wallonne, 51, et au total, ça représente 10 250 travailleurs. Et dans les 10 250, il y en a, je crois, 8 500 qui sont en situation de handicap. Et on en retrouve dans tous les secteurs? On en trouve dans tous les secteurs. Il y en a très très peu dans le secteur de l'imprimerie comme nous. Il y a beaucoup qui font du parquet jardin, donc qui entretiennent les jardins. Il y en a beaucoup qui font des palettes. Il y en a qui produisent des palettes. Il y en a qui restaurent des palettes. Toutes sortes d'activités. Il y en a qui travaillent dans la métallurgie. Il y en a qui ont des salles blanches et qui font qui travaillent dans l'alimentaire. Il y a vraiment les secteurs sont tous différents. Et chaque directeur de TA doit s'adapter à l'aspect technique de son activité. Et moi qui suis à la PAC, je ne pourrais peut-être pas passer comme ça d'un claquement de doigts, prendre la direction d'une autre entreprise parce que je ne connaîtrais pas le processus technique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que toi, il y a un message que tu voudrais faire passer par rapport à ça? Mais responsabilité sociétale, dans les ETA, on est en plein dedans, parce que forcément, pour l'État, les personnes en situation de handicap, si elles n'ont pas de travail, seraient prises en charge par le chômage, la mutuelle ou je ne sais quel système, et coûteraient beaucoup plus cher à l'État que les subsides qu'ils nous donnent. Ils nous donnent des subsides qui correspondent à un certain pourcentage mais à côté de ça, la personne gagne sa vie, et comme elle gagne sa vie, elle consomme, et donc elle contribue à l'économie, à faire tourner l'économie. Et au niveau du salaire, on peut savoir plus ou moins où est-ce que ça se situe, hein? Ils ont des salaires tout à fait honorables. Je connais pas par cœur le minimum, mais ils ont des salaires tout à fait honorables. J'imagine que tu as dû apprendre un peu à gérer ce handicap. Comment est-ce que tu as fait ça? Je n'ai pas suivi une procédure particulière, c'est le terrain, être présent, toujours là, et passer dire bonjour tous les matins, passer dire au revoir tous les soirs, les connaître et s'imprégner d'eux. Je pense que c'est la seule façon. C'est important d'avoir des rituels comme ça au quotidien? C'est important, avec eux? Ouais, c'est important. Comme je dis, je passe tous les matins. Si je passe pas, ils me le disent. Ce matin, par exemple, je suis passé mais très très tôt et je suis parti avant que l'équipe n'arrive. Et donc, quand je vais rentrer tout à l'heure, ils vont me dire, t'arrives à cette heure-ci. On se rend compte qu'on leur permet d'avoir une raison de vivre. C'est un élément en plus. C'est quoi le plus beau compliment que tu as eu d'un collaborateur? Le plus beau compliment, je l'ai toutes les semaines. J'ai un des ouvriers qui m'amène des pains au chocolat toutes les semaines. Oh la chance! En disant, t'es le meilleur directeur du monde. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Benoît pour ce superbe témoignage. Avec plaisir, toujours bienvenu. Nous, on se donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode du Son d'entreprendre. Je rencontrerai une entrepreneur qui nous présentera les coulisses d'un centre d'appel, bien loin des clichés du démarchage téléphonique. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à découvrir les anciens épisodes.